Bienvenue à Star Wars en direct depuis près de 25 ans, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition classique où ce soir nous allons parler du tome numéro 2 des Guerres de Lucas. Pour m'accompagner ce soir, je suis accompagné donc d'Amélie et de Sylvain. Bonsoir mes chers collègues. Bonsoir. Salut! Salut. Et nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Hopman et Renaud Roche, donc, qui sont les auteurs du tome en question. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Parce que votre planning est ultra chargé. Exactement. Vous êtes en plein dans la campagne promo. On s'est croisé à Meudon à Startup. Ah oui, c'est ça, à Startup. Mais Laurent, vous m'avez pas reconnu. J'étais en face de vous quand vous êtes arrivé, vous m'avez pas reconnu. Alors que j'avais les beaux logos de tout pareil, mais non. Mais Laurent, sa vue baisse aussi, c'est pareil, l'audition, voilà, regarde ça. Voilà, il est obligé de chausser ses lunettes pour te reconnaître. C'est Sylvain, pas voilà, ça. C'est pas un cosplay de Père Noël là qui est commencé là. Bien, alors je vous propose qu'on attaque tout de suite. On va pas faire nos blabla habituels, messieurs. On a envie de rentrer dans le vif du sujet, de vous mettre sur le grill. Donc on va commencer avec une question. Alors voilà, Sylvain fait de la promo à la vidéo pendant ce temps-là. Ma première question, effectivement, nous avons un petit peu de décalage par rapport au lancement du tome, hein, puisqu'il est sorti en France le 8 octobre. Nous sommes à l'enregistrement le 3 novembre, ça fait bientôt un mois. Comment se passe la tournée promo? Quel accueil vous est réservé? Comment vous le ressentez? Voilà, un peu tout ça. Vous voyez, là, on est à la moitié de la liste. Oui. Donc Oui. il reste encore pas mal. Et encore, on précise parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont inquiets dans certaines régions de ne pas nous voir. Mais bon, ça, c'est jusqu'à Noël. On va essayer de programmer de nouveau des dates en 2026. C'est juste que ce sera sans doute un peu plus espacé. Mais oui, on est bien, on a bien entamé ce marathon et ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Oui, un accueil génial de la part de tous les lecteurs qui nous rejoignent à cette série de dédicaces. Pour le moment, on a fait déjà un bon petit tour de France et on va continuer. Et puis peut-être même que l'année prochaine, on ira faire un petit tour outre-Rhin pour saluer les lecteurs allemands. Donc voilà, c'est formidable d'aller à la rencontre des lecteurs et d'échanger avec eux. C'est vrai ça, parce que le volume a été traduit dans combien de langues? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? On en est à En tout cas pour le 18-19, la 19e langue qui sera sans doute le danois, arrivera peut-être l'année prochaine. Donc on en est à 18 publiés, 18 langues différentes. Uniquement pour le premier volume ou Pour le tome 1, oui. Ouais. pour le tome 1. Et ce sera le même niveau de traduction pour le deuxième, ou il y en aura encore plus ou... C'est difficile à dire. Il n'y en aura pas plus parce qu'avant de prendre le tome 2, il faudra que les éditeurs aient pris le tome 1, mais on espère en avoir à peu près autant. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Tous les pays n'ont pas encore signé, mais chaque semaine, il y en a de nouveaux. Donc voilà. Le premier à sortir, je pense que c'est la Pologne. Voilà. Ouais. Et puis quasiment en même temps, il y a l'Italie. L'Italie, ouais, j'ai vu que ça circulait déjà à Lucca, au salon de Lucca, c'est là, qui est. Salon cartooniste, non? C'est ça? Comment il C'est s'appelle déjà? Non, c'est pas celui-là, je confonds, c'est un autre. Non, ça Autant pour s'appelle moi. juste Lucca, c'est la ville Ouais. de Toscane. D'ailleurs, on y était l'année dernière, c'était très sympa. C'est vraiment, il y a l'aspect librairie, mais aussi beaucoup jeux vidéo, cosplay. Il y a Netflix à chaque fois qu'il y a un stand. Il me semble d'ailleurs que cette année, ils avaient carrément l'équipe, enfin, une bonne partie de l'équipe de Stranger Things, ils avaient fait tout un truc. Donc c'est un gros festival, convention, on va dire, en Italie. Et je dis ça parce que notre éditeur italien m'a envoyé une petite photo. Voilà, le tome est déjà disponible, le tome 2. Et donc, juste pour préciser, c'est vrai que c'est 19 langues, ce qui signifie beaucoup plus de pays, en fait, parce que c'est vrai Oui, tout à fait. c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a certaines fois, c'est pas
une fois que c'est traduit, ça peut aussi être diffusé dans plus de pays, donc c'est génial. Au-delà du succès, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche beaucoup et comme vous pouvez voir là, peut-être là, juste là, j'ai toutes les versions disponibles Waouh! Ah ici. oui, 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 Waouh! effectivement. Alors, Sylvain nous met, pour ceux qui auront la vidéo, Sylvain nous met la vignette en grand et il y a une belle collection. D'ailleurs, on voit qu'ils n'ont pas Mmh. tous la même taille. Ah, bah, c'est Euh, ça qui est bien, c'est la ouais. C'est diversité, les... c'est de voir comment ils se l'approprient aussi, même si en général, il y a quand même quasiment tous la même couverture, c'est souvent assez respectueux de ce qu'on parle. C'est la même tranche. Mais justement, Ouais. Renaud, Laurent, sur la tranche, la couverture, même la page de garde, celle qu'il y a derrière, vous avez j'allais dire un droit de veto où on vous demande votre avis là-dessus? Ou Oui, l'éditeur oui, fait ce qu'il a envie? non, l'éditeur étranger doit faire valider sa Mmh. traduction, donc on a un droit de regard. Il arrive que des éditeurs demandent des couvertures particulières parce qu'ils pensent que c'est plus adapté à leur marché. Mmh. On n'a pas eu ce cas-là, à l'exception peut-être celui qui est tout à fait à droite, là, Renaud, Yes, c'est la c'est les Tchéquie. Croates, la C'est les Croatie. Croates, voilà. La Ah oui. Croatie, Ouais. ils avaient une collection particulière pour leur Mhm. BD où ils mettent juste le nom des auteurs Ah et ils ouais. mettent pas de logo. Donc Ah, eux Ok. ont tenu à avoir une édition un petit peu mmh. différente. Ça reste la même C'est une illustration. édition épurée. Ouais, 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 c'est ça, ouais. c'est joli, hein, franchement, Mmh. et puis Ouais, du coup, ouais. ils ont utilisé la couverture alternative derrière, ce qui est assez marrant. Et puis, moi, j'aime beaucoup celle-là aussi, c'est édition japonaise, c'est quand même un Mmh. sacré privilège et un honneur d'être publié là-bas. Il y en a pas beaucoup des auteurs, Elle se lit dans Euh, quel sens? occidentaux. Et bah, dans le non, non, alors c'est ça qui est drôle, c'est que c'est très très respectueux. Ils ont conservé le sens de lecture, original et ils ont même conservé, on va dire, toutes les onomatopées, toutes les inscriptions. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites, comme des petits sous-titres, en fait, vous voyez? Là, par exemple, Ah But de oui. Chaumont, je sais pas si on voit, non, on voit oui. pas très bien. Mais bon, bref, ça a été conservé. Ils ont juste mis une petite traduction au-dessus. Là aussi, c'est qu'en fait, le dessin est pas du tout altéré. Tout est conservé tel quel. Et puis c'est, bah, voilà, c'est super, super. Enfin, c'est une grande Et fierté il y a une jaquette d'avoir sur ça. celle-là. C'est une version Ouais, avec une jaquette, hein. ouais, il y Ah a une ouais, en plus, Ah jaquette. ouais. oui. Ah, c'est tout jaune en dessous, Ah vous voyez? ouais, Ah excellent. oui. Excellent. Non, non, c'est Ah, très mais classe. ça donne vraiment même envie de les avoir, alors Mmh. que, bon, Ouais, on ouais, voit, ouais. hein, même derrière, moi aussi, j'ai le tome 1 à la maison, la version française, mais ça donne envie pour la collection d'avoir Et d'autres donc, vous éditions. habitez où, Renaud? Il y a un chien, il y a une alarme. Comment ça se passe? Les voisins, ils sont vigilants ou pas du tout? Mais justement, vous parliez du succès du premier tome. Je me rappelle qu'à Meudon, ils ont dit 120 000 exemplaires vendus pour le premier tome. Oui, on a même Vous attendiez dépassé, un tel... on a dépassé ça, oui, on est à 130 sur la version maintenant Ah. française. Hmm. Vous Juste sur attendiez la un tel version succès? française. Oui, oui, juste la version française, ouais. Ouais, c'est énorme. Je C'est crois, je énorme. suis même pas certain que ça compte Belgique et Suisse. Mmh. Je crois que c'est vraiment que sur la France, mais Ouais. bon, bref. Mais Non, mais bon, enfin, de on toute s'attendait façon. évidemment pas à ça du tout, hein. On s'attendait pas à ça. On peut vraiment pas s'attendre à un succès de manière générale, sans doute, et puis en BD à plus forte raison, parce que c'est très Hmm. difficile d'émerger dans le monde de la BD. Il y a énormément de livres qui sortent Ouais. et atteindre ces niveaux de vente, c'est très très rare. Mmh. On en est bien conscient, hein. Qui avait Ouais. envie de raconter cette histoire à l'origine? Bah, c'est un projet en fait qu'on avait avec Julien Dorin, mon associé et éditeur. On avait envie de raconter cette histoire. On connaissait l'histoire de George Lucas et on savait qu'elle était extraordinaire et qu'il y avait tous les ingrédients d'une grande saga avec des personnages hauts en couleur, des situations rocambolesques, beaucoup de suspense et puis un happy ending, ce qui est quand même important Mm. pour le lecteur. Mmh. Donc il y avait cette envie de raconter cette histoire et qui n'avait jamais été vraiment racontée de cette manière et du point de vue de George Lucas en montrant tous les gens qui l'entourent, les interactions entre eux, remettre sa femme au centre du récit, un personnage que peu de gens connaissent finalement parce qu'elle elle a Bien été un sûr. peu écartée du récit officiel. Mmh. Donc voilà, il y avait toutes ces choses intéressantes à raconter et voilà, et c'est parti de là. Et Renaud est très rapidement venu rejoindre l'aventure, heureusement.
Avec ce succès donc qu'on connaît. Et j'en profite parce cette question me taraude quand même depuis longtemps et on en parlait il y a quelques minutes. Sur ces deux couvertures, du tome 1 et du tome 2, George Lucas est tourné en fait vers l'intérieur plutôt que de manière classique à nous regarder nous. Quel est le sens en fait de ces couvertures Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu ou qui est là Qu'est-ce que Hum, c'est quoi l'objectif? Oui, il y a plein de, je dirais qu'il y a plein de niveaux de lecture qui sont d'ordre référentiel, bien sûr, aux éléments du film, qui sont d'ordre symbolique, pour cette raison-là aussi, mais par rapport au fait qu'il soit seul, Mhm. que c'est justement un moment d'introspection. Et d'ailleurs, dans les dans les deux cas, en fait, c'est finalement un extrait du récit. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient à un moment bien particulier dans le récit où justement il est face à quelque chose de difficile. Il est donc dans le premier, dans l'expectative, il ne sait pas encore s'il va avoir le feu vert pour pouvoir juste démarrer le tournage. Ils n'ont pas de contrat de la Fox. Et puis dans le second, je ne veux pas tout déflorer, mais voilà, c'est un moment aussi assez difficile pour lui. Donc il y a, oui, la volonté de le montrer comme ça face à son destin, face aux enjeux. Et puis aussi, à chaque fois, bon, il y a aussi une dimension poétique, hein, vu que dans le premier, sur la première couverture, par exemple, il y a cette espèce de mélange entre la réalité, le côté Mhm. plateau de tournage et en même temps la fiction, donc avec les deux soleils. Donc c'est une espèce de scène surréaliste finalement qui est recréée. Et puis dans le second, ça met aussi en exergue, je dirais, l'aspect making of. Donc peut-être qu'au premier coup d'œil, on se rend pas forcément compte. Puis en regardant un peu plus l'image, on voit bien que c'est une maquette et que c'est vraiment le tournage de cette séquence d'effets spéciaux et tout. Et tout. Donc, coucou Karina. Tu es tu es dans le champ de la caméra là, hein. Avec le chat. Bref, donc c'est parce qu'il y a mon chien ici, donc forcément elle a été Oh bon, on les a attirée en un entendus. aimant. On l'a entendu chez Geek Squadron, donc il n'y a y a pas de souci. Bref, donc voilà, il y a tous ces concepts, toutes ces idées-là, et c'est vrai que je dois dire que pour le second tome, c'était pas simple justement de renouveler un peu euh, comment dire, l'émotion qu'a pu susciter cette première couverture. On sait qu'elle avait beaucoup plu. Elle est très iconique aussi parce que c'est une séquence de Star Wars qui est Mhm. éminemment iconique. Donc passer derrière, c'est sans refaire la même chose complètement non plus, c'est pas simple. Bon, en général, les gens sont plutôt contents. Et ils la trouvent aussi assez réussie, celle du second tome. Donc je suis ravi de ça. Mais je trouve qu'en fait, les deux se complètent bien aussi. Là, on les voit Ah derrière bah toi, Loïc. complètement. Ah oui, Tu vois, oui. il y a une espèce de cohésion visuelle. Et comme je vois déjà celle du 3 dans ma tête, je sais que ça va fonctionner aussi, j'espère, en tout Alors, cas ce pour la sera suite. quoi? Ah bah Ah, non, mais il va pas le révéler, ah bah c'est non. évident. Mais moi je vois du vert comme ça. Oui, Peut-être pas du tout. si, je pense qu'il Si, y aura une dominante verte, mais ouais, il y c'est aura une dominante. assez évident, je pense, pour tout le Si, si. monde. Mais il y a cette thématique quand on pense au film, hein. On a un film plutôt rouge, plutôt bleu, et en général le Hmm. troisième est plutôt vert. Donc voilà, moi ça me semblait aussi. Mais du coup, je suis vraiment pressé de la découvrir cette troisième couverture. Donc il y a bien une confirmation, Renaud et Laurent, qu'il y a un tome 3 en préparation d'ici quoi, 2 ans, c'est ça? C'est ça, dans 2 ans, octobre 2027, c'est la date prévue pour le troisième et dernier tome qui clôturera cette trilogie. Est-ce que vous allez faire comme George Lucas, vous attendrez 10 ans avant de faire la trilogie sur la trilogie ou Vous me laisserez prendre un peu d'embonpoint déjà pour commencer, et puis on en reparlera. Non, mais c'est la blague souvent qu'on fait d'ailleurs, vu
que la question revient quand même très souvent. Et donc, pour pas non plus, on voit parfois les visages dépités quand on leur dit que non, c'est pas du tout prévu au programme. Donc, je dis souvent, bon, écoutez, on en reparle dans 15 ans, et puis on verra ce qui se passe. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Ouais. Alors, si, moi, j'y ai pensé parce qu'évidemment, quand on lit ce tome 2, on a envie. Moi, dans ma critique écrite que j'ai postée sur mes réseaux, je disais que ce tome commence à me faire comprendre pourquoi, en fait, George a décidé un jour de passer la main et de revendre à Disney. En tout cas, je le perçois déjà. Et peut-être que sur la deuxième trilogie, sur la prélogie, il y a peut-être moins d'intensité. Il était quand même plus en contrôle, il avait plus de poids, plus de force. Alors, c'est peut-être c'est plus le côté accueil, les fans, etc., qui peut peut-être venir plus sur l'avant, mais je ne vois pas avec les studios le même genre d'histoire, en tout cas. Mais oui, c'est plus tout à fait le même homme. Ce qui est intéressant dans les guerres de Lucas, d'ailleurs c'est le titre du livre, c'est tous les obstacles et toutes les batailles qu'il doit mener pour créer cet univers et donner vie à ces films. Et après le retour du Jedi, après le grand break qu'il va faire, quand il revient au cinéma en tant que réalisateur, c'est plus les mêmes enjeux. Il est complètement assis, il est complètement respecté, il n'a plus aucun problème de budget. Donc, ça reste une histoire très intéressante, la manière dont ces films ont été faits, mais on s'approche plus d'un making-of classique, de voir comment ces films ont été faits, mais il n'y a plus en coulisses un enjeu aussi excitant et aussi important. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on a eu envie de prévoir et qu'on imagine faire dans un futur proche. Bon, eh bien, il va falloir se contenter de ces 3 tomes. Est-ce qu'il y a un épilogue quand même qui est éventuellement prévu au cas où vous n'aviez pas envie de revenir dessus d'ici quelques années? Oui, il faudra, sans trop en parler, mais oui, sans trop en dire, évidemment. C'est un peu tôt, mais c'est vrai que pour achever sur une note moins sombre, le dernier tome, il y aura un épilogue, oui. Ok. Oui, parce que, alors, c'est marrant parce que je suis sorti de la lecture. Autant j'étais, comment dire, très content à la fin de la lecture du premier épisode, mais c'est vrai qu'à la fin, quand j'ai fermé le tome 2, j'étais assez dépressif. C'est fait exprès ou j'ai vraiment. Souviens-toi ce que tu as ressenti quand tu as vu la fin de l'Empire contre-attaque. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une. Bah, Oui, j'étais bien petit sûr. et je les ai pas Ouais. vus. Non, mais bien sûr. Donc, mais oui, je comprends l'état que vous vouliez faire, mais On le voit, C'est- c'est vrai qu'avec la dernière case qui fait écho au dernier plan de l'Empire contre-attaque, il y a ce petit côté doux amer, hein, comme dans le film. C'est vrai que je me souviens à l'époque, j'étais moins joyeux qu'après le premier, forcément. Ah bah oui. Il n'y a pas l'apothéose finale. Et donc il y a ce petit côté un peu entre deux, où on se demande est-ce qu'on doit se réjouir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui attend nos héros. Et on sent qu'il y a pas mal d'ombres à venir. Voilà. Ouais, d'ailleurs, enfin, c'est vrai que cette case, j'y ai réfléchi beaucoup. C'était l'idée, effectivement, de Laurent de, de reproduire ce dernier plan, mais encore faut-il savoir voilà, comment le faire. Et du coup, même le coucher de soleil est, je dirais, à moitié caché, en fait. Enfin, il y a aussi une ambiance un peu, voilà, un peu, on ne sait pas Oui, justement c'est si c'est. crépusculaire. Voilà, il y a un Ouais. peu de ça aussi. Et puis bon, l'attitude de Marcia est assez explicite. Ça montre que rien n'est réglé finalement pour elle. Et quand on connaît la suite, c'est déjà, ça montre que le verre est dans le fruit, je dirais. Et voilà, donc c'est aussi un épisode de transition, aussi comme l'était l'Empire contre-attaque. De toute façon, il y a forcément une suite, ce qui n'était pas forcément évident à la lecture du premier, qui suffisait à lui-même, même si on avait mis To Be Continued, mais je sais que des lecteurs ne l'avaient pas forcément interprété comme ça à l'époque. Et oui, c'est vrai qu'autant le premier, c'est
on termine sur un feu d'artifice en quelque sorte Ah de bah oui. joie et de réjouissance. Et là, on respire, je dirais, parce qu'on se dit, OK, ils sont sortis, encore une fois, c'est vraiment pas passé loin. Mais il y a des choses qui ont été cassées en chemin, en fait. Et, euh, et dans le film, bah oui, il y a un des trois héros on sait pas trop s'il est mort, s'il est prisonnier et tout ça. Il y en a un qui a perdu sa main. Enfin, il Qui y vient a une d'apprendre que révélation. le Voilà, pire vilain de la galaxie est son père. exactement. Ça peut faire C'est un choc. ça. Donc, il y a aussi un traumatisme psychologique. Enfin, tout ça, quand même, rassemblé, ça fait beaucoup, hein. Donc c'était. Et c'est ça qui est drôle, c'est que bien sûr, il y avait une volonté narrative de créer ce parallèle, ça va de soi. Mais en même temps, ça reste fidèle aux faits, en fait. Donc, c'est assez troublant finalement de voir. Nous, on ne fait que, je dirais, souligner la chose, mais on pourrait très bien se dire que voilà, là, c'est un parallèle tout à fait justifié et réel, hein. Et justement, peut-être que Sylvain, si Sylvain a ressenti ce côté, cette fin un petit peu amère, etc., en refermant le roman, c'est peut-être Ah, aussi j'ai parce pleuré, qu'on hein. connaît la suite. On sait ce qui Oui, va se passer pour le couple Lucas. ouais, On sait que c'est Marcia va sûr. partir, qu'il va y avoir un divorce, que ça va impacter forcément sa vie, son travail, etc. Et je me dis, est-ce que ça fonctionnerait aussi bien sur quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire? Évidemment. Hmm. En tant que fan de Star Wars, nous, depuis une éternité, j'ai envie de dire, c'est évident que c'est des histoires qu'on connaît parce que on a Hmm. regardé aussi des documentaires, des machins, des bidules, mais le fait de refermer le livre et se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui les attend ?» Comme s'ils ne le savaient pas, en fait. Comme si le volume, on se disait bah, « Ils vont le vivre là, maintenant », alors que pas du tout. En fait, c'est quand même déjà une vieille histoire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne le savent pas, et enfin, c'est Mais dur ça serait d'évaluer, intéressant de mais savoir, en fait. Ouais. ouais, ouais, Vous le je savez, ça, pense que justement? à minimum, à minima, ils doivent se dire, il y a quelque chose, tu vois, ils doivent se dire quand même, c'est étrange, quoi. Il y a quelque Mmh. chose qui va pas. Donc, c'était aussi ce sentiment qu'on voulait laisser à la fin, oui. Je me demandais, justement en rapport avec le public, est-ce que beaucoup de gens qui connaissent peu Star Wars ont aussi été intéressés? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quand même une ouverture, même pour des gens des fois que pas un domaine qui aurait approché, mais qui aiment par exemple, les romans graphiques? Absolument, et Oui. c'était notre espoir en faisant ce projet, Ah. c'est qu'on puisse bien sûr toucher les fans de Star Wars, qui sont un peu les premiers lecteurs du livre, mais on espérait que l'histoire touche également des gens qui ne sont pas particulièrement fans de Star Wars. Et c'est ce qu'on a observé, et on était très agréablement surpris de voir que le livre avait une vie assez rapidement au-delà de la communauté des fans, Mmh. et que des gens, parfois qui n'avaient même jamais vu les films, on en a rencontré pas mal en dédicace, Hmm. des gens qui n'avaient Ah pas ouais. vu les films, ou qui n'étaient pas spécialement fans de Star Wars, pas spécialement intéressés par Star Wars, qui connaissaient peu George Lucas, et qui Mmh. étaient vraiment happés par cette histoire, embarqués dans cette aventure, et qui étaient émus par cette histoire, et qui ont appris à découvrir qui était George Lucas. Souvent d'ailleurs, ça a changé leur vision de George Lucas, parce que les gens, le grand public, ont souvent des préjugés sur Lucas, Mmh. qui est cet individu qui apparaît souvent à travers tout l'argent qu'il a généré comme quelqu'un d'un peu mercantile, Mmh. qui a vendu beaucoup de jouets, un marchand de jouets en quelque sorte, qui faisait ça pour son Hmm. enrichissement personnel d'une certaine manière. Et en découvrant son histoire, les gens réalisent qu'en fait, il s'était trompé sur lui, et qu'il avait peut-être injustement jugé. Donc ça a Mmh. intéressé beaucoup de gens au-delà du cercle des fans. Et ça, c'était une grande satisfaction pour nous, parce que c'était Ouais. notre espoir. Hmm. Il y a des gens qui vous ont dit qu'ils ont d'abord lu vos BD et qui ont regardé les films Star Wars après. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais, Enfin, en tout incroyable. cas, Ah, voilà. ils ont dit qu'ils avaient envie de le faire, et j'espère qu'ils l'ont fait depuis. Mais oui, oui, des La gens qui se force sont de dit, ce ah bah, du coup, récit, maintenant j'ai c'est. envie de voir ce que c'est, Mmh. quoi. En gros. Ah ouais, bah, oui, bah oui. Il y a eu pas mal de gens aussi qui avaient vu Star Wars, et qui nous ont dit que ça leur a tout de suite donné envie de les revoir, sachant à Oui, quel Ouais. point ça évidemment. a été Ah, bah compliqué de ça, les faire, évidemment. ces films. Et juste après, oui, on peut regarder le film avec un œil assez différent, en voyant Mmh. toute la souffrance qui a été mise dans ces films. Hmm. Mmh. Oui, parce que Justement, moi, excuse-moi Sylvain, je vais Ouais. confesser que, bah voilà, Sylvain nous a dit tout à l'heure,
que lui, il avait, en refermant ce tome 2, beaucoup d'émotions et qu'il avait pleuré. Et moi, c'est vraiment à la fin du tome 1, quand tout sort, en fait, et que ça prend, et qu'il doit... Enfin, je me dis, mais cet homme a dû ne pas comprendre ce qui se passait. Ça devait être incroyable. De cette souffrance dont vous parliez, etc., qui tout à coup va se mettre à payer. Et je ne parle pas financièrement. Je me dis, mais ça doit être dingue de vivre quelque chose comme ça, sincèrement. Oui, c'est un parcours de montagneux russe assez incroyable. En fait, il n'a jamais vraiment cru au succès, Lucas. Tout le long, il pensait qu'au mieux, le film parlerait à des gens un peu comme lui. Parce qu'on on est dans une époque où le geek n'existe pas encore. Oui, c'est ça. Il ne s'est pas émancipé. Donc, ça va être Lucas, le premier grand geek, qui permet à toutes les générations suivantes de vivre leur passion d'enfant jusque dans l'âge adulte. Et Lucas n'imagine pas qu'un succès pareil puisse arriver. Et quand ça arrive, il met beaucoup de temps à s'en rendre compte et à y croire. Et on comprend parce que ça a été tellement difficile qu'il est très prudent, il ne veut pas s'emballer. C'est un beau parallèle avec votre histoire. Vous n'êtes pas certain qu'il y a un succès, le premier. On a moins souffert quand même. Il faut préciser qu'on a beaucoup moins souffert. Alors, et financièrement, vous êtes aussi devenu milliardaire? Voilà, en plus. Multi-milliardaire. Plus que Lucas. Justement, moi, j'ai noté quelque chose sur lequel j'avais pas porté d'attention après le premier volume, je le confesse également, mais qui là m'a beaucoup impressionné, c'est que tout est sourcé. C'est-à-dire qu'à la fin du volume, et je pense que c'est la même chose avec le premier, même si je n'ai pas vérifié, on a au moins 2 pages, même plus si je ne dis pas de bêtises, avec les extraits d'interviews, les livres dont sont tirés certains éléments. Alors, j'imagine que vous n'avez pas tout gardé. Là, ce sont les sources uniquement. Voilà, merci Sylvain. Ce ne sont les sources que de ce qui apparaît en fait dans le roman graphique. J'imagine que vous avez compilé beaucoup plus de recherches avant. Combien de temps ça prend de faire des recherches pour un volume comme ceux-là? Bah oui, ce sont un peu des recherches d'une vie. Quand on est fan, on s'abreuve d'énormément de documentation. Mais pour le livre, il fallait retourner méthodiquement à la documentation pour retracer la chronologie, le récit de tous ces événements. Donc le faire de manière très méthodique et scrupuleuse. Et c'était important de le faire parce qu'il y a des lecteurs qui s'y connaissent, pour qui c'est important. Et il faut respecter leur passion. Et au-delà de ça, respecter la réalité historique. Quand on essaie de raconter la vie de quelqu'un, il faut le faire honnêtement, sincèrement et sérieusement. On peut pas, c'est pas juste de prendre des libertés, d'inventer des événements, de modifier la chronologie, tout ça. Enfin, à titre personnel, c'est quelque chose qui me déplaît fortement quand je vois une biographie, sous quelque forme que ce soit, il faut qu'elle soit aussi authentique que possible. Et donc, c'était intéressant et important de mettre à la fin du livre une bibliographie pour que les lecteurs que ça intéresse puissent aller retrouver les sources et trouver la confirmation, de voir l'origine de toutes ces informations. Et puis aussi, ça envoie un message aux lecteurs ordinaires qu'un travail a été fait et qu'on se réclame de cette authenticité. Voilà, c'est un message qui est envoyé au lecteur en disant ce que vous allez lire, c'est étayé, c'est documenté. Et c'est pas juste ma vision de qui est Lucas ou autre. Voilà. Et puis les plus curieux, ils peuvent aller aussi plonger là-dedans et passer quelques mois. Ah ouais, oui, quelques mois, oui, tout à fait. Laurent disait que c'était le travail d'une vie, donc je ne suis pas sûr que quelques mois suffisent. Mais justement, Laurent, il y a des faits, il y a des événements que vous avez appris durant ce travail. Vous avez dit non, on ne va pas en parler parce que c'est trop glauque, parce que c'est pas forcément, ça pourrait ne pas forcément être bien pris ou. Non, justement, c'est l'intérêt de pouvoir faire ce livre de manière indépendante sans essayer d'avoir une validation de Lucas ou de Disney, c'est de pouvoir justement parler de tout librement, dont certaines choses qui auraient été coupées si ça avait été un ouvrage officiel. Donc il n'y a pas eu de censure, ça ne s'est pas présenté. Les seules choses qui ont été coupées, c'est par manque de place. Il y a des petites choses qui ont été coupées. Par exemple, un épisode moi, qui me plaisait beaucoup, mais on s'écartait trop du fil, on ne pouvait pas trop partir dans des digressions, mais c'est par exemple
un petit épisode drôle sur le tournage pendant la liaison de Harrison Ford et Carrie Fisher. Un jour, Harrison Ford a fait un canular à Carrie Fisher. Il s'est caché dans son placard tout nu, avec une cravate autour du cou. Il a fait semblant d'être pendu dans son placard. Et donc, quand elle a ouvert le placard dans sa loge, elle a vu ça et elle était horrifiée. Et c'était une blague. Donc ça, Oh, je trouve cet horrible. épisode très drôle. Évidemment, ça ne serait pas passé dans un livre officiel, ça va de soi. Mais c'est de mauvais goût, mais c'est en même temps très drôle. Mais on s'écartait un peu trop de la trame Laurent principale. voulait absolument que je dessine Harrison Ford nu pour Oui, la gente c'est ça, en féminine fait. qui lirait. Ça aurait fait une magnifique double page, je pense, mais bon, on n'a pas pu l'intégrer. Ouais, ça aurait fait une très belle couverture variante également. Ah, ouais. Merci. Mais ça passerait, ça, c'est bête, mais ça passerait, ça, pour un éditeur, dire de dessiner Harrison Ford tout nu, pendu dans un placard. Allez, on Ouais, imprime. je pense que Renaud aurait trouvé une manière Oui, artistique de présenter la chose. J'aurais mis une chaussette ou quelque chose d'élégant. Justement, j'allais dire le trait de Renaud. Alors, je suis pas du tout spécialiste artiste, etc. Mais Renaud, je trouve ton trait, ce côté épuré aurait vraiment permis de mettre en image quelque chose d'un petit peu glauque, sans justement que ça paraisse glauque. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas personnel. Bah, oui, non, mais après, Tiens, on est nul, donc là. En tout cas, c'est vrai que, comme disait Laurent, on a dû faire des choix aussi. Bah oui, plus pas, parce que sinon, le bouquin, il aurait fait 500 pages, quoi. Au bout d'un moment, on est bien Ah, obligé vite à de. l'heure. Ouais, voilà. Moi, j'y serais encore, je pense. Du coup, Oui, vous auriez eu oui, qu'un oui. tome jusqu'à présent, même pas. Oui. Et même si je précise, parce que comme ça pourra vous intéresser sans doute, il y a très peu de temps réalisé 4 pages inédites qui seront exposées bientôt dans le cadre d'une exposition à Paris. Et donc, c'est de nouvelles petites anecdotes qu'on avait envie de mettre, qu'on n'avait pas pu mettre, et que du coup, là, vont être officiellement réintégrées au récit, enfin, dans une version limitée, dans un tirage limité. Et, 500 exemplaires, je mais crois, c'est ça? c'est ça, Oui. ce sera distribué par la Galerie Barbier où se tiendra l'exposition. Et juste pour dire que c'était assez drôle pour moi de me replonger bah, finalement, voilà, je viens de faire 2 tomes, j'ai fini les dernières planches du 2e tome en juin dernier, donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc de replonger dans le tome 1, il y a une sensation un petit peu étrange, mais c'est vrai que je me disais en le faisant, j'aurais pu en faire 10 de plus aussi, hein, parce que finalement, voilà, il y avait l'anecdote dont venait de parler Laurent, qui aurait pu être marrante à dessiner, et puis plein d'autres choses en fait au final. Après, on doit aussi garder un équilibre narratif et toujours avoir en tête, c'est ce que dit Laurent souvent, que ça ait du sens. Et que ça dise des choses aussi sur les personnages, quoi. Que ce soit pas juste gratuit, que ça donne de l'épaisseur et que ça donne des indices finalement pour comprendre vraiment qui étaient ces gens humainement, sur le plan humain, pas juste sur le plan artistique. Donc, voilà, quand ça correspond à ça, c'est parfait, quoi. Et je précise aussi que cette édition dont parle Renaud, qui sera donc disponible à la Galerie Barbier, qui est éditée par la Galerie, c'est un produit assez particulier qui est un produit vraiment pour les collectionneurs. Ouais. C'est un gros volume, c'est vraiment pas un produit grand public, hein. Donc Ouais, voilà, il faut le préciser quand même parce que ouais. les fans Je range ma carte bleue, quoi. voilà, il y a ce petit côté-là. Donc voilà, c'est. Laurent, c'est par rapport au format, c'est ça? Oui, c'est vraiment un gros volume, une Ouais. impression d'art. C'est pas un produit grand public comme l'édition normale du livre ou même Bien l'édition sûr. Fnac, hein. C'est vraiment une édition pour les collectionneurs, donc c'est très très gros. Il y a combien, Renaud? Il y a combien de pages? Il y a 300 pages, non? 300 pages en tout, donc il y a 100 pages de bonus. Voilà. Ah Waouh! oui, quand même. Waouh! Ouais, Ah ouais. ça va être un beau bébé. Et non, mais après, Il est épais comme ça, elle est épaisse comme ça, quoi, votre édition je spéciale. sais pas trop, mais oui, ça. Mais du coup, c'est vrai que après,
au-delà de ça, rien ne dit qu'effectivement, quand on aura fini les 3 tomes, on pourra, voilà, peut-être dans le cadre d'un coffret ou je sais pas, réintégrer ces pages, voire même, du nouveau contenu. Ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas encore, enfin, qu'on n'a pas tranché, mais qui reste dans un coin de notre tête parce que c'est vrai qu'il y a toujours la volonté de polir, au maximum, cette pierre, quoi, en fait, hein. Et puis c'est peut-être aussi, Georges qui déteint sur nous, parfois, en Bah, fait. j'allais le dire, puisque vous faisiez un parallèle tous les deux tout à l'heure, enfin, ou je sais plus qui l'a fait, entre donc le récit que vous nous racontez et la saga de Georges. Georges, il a sorti des éditions spéciales à un moment donné, hein. Donc, avec, on refait Il les commence morceaux, là. on rajoute. Voilà. Mais Alors c'est que- attention, Voilà, parce c'est que net. Ouais, vas-y vas-y. Laurent, vas-y. Non, je disais que c'est assez génial de revenir sur là, en l'occurrence sur le tome 1, pour rajouter des pages. C'est un livre qu'on a évidemment, en le faisant tellement de fois, lu et relu pour les corrections, etc., que retrouver des pages comme les 4 qui sont ajoutées au tome 1, là, il y a vraiment un petit côté surréaliste d'avoir un bonus sur ce livre, de retrouver des pages supplémentaires. C'est vraiment des pages que moi j'ai découvertes comme si je n'avais pas participé presque. C'était génial d'avoir ce petit bonus sur ces 4 pages supplémentaires qui, je pense, devraient vous plaire. Non, mais après, le danger aussi, et il va falloir, à un moment donné, peut-être, je sais pas, m'enfermer ou me bâillonner, mais parce que oui, moi, le problème, c'est que On vous je serais chattez les tenté doigts, hein, comme... c'est tout, ça Ouais, je, suffira. je serais tenté comme Georges de redessiner certaines planches parce que je me dis, ah, mais maintenant je pourrais faire mieux avec l'expérience que j'ai. Alors, c'est pas un problème technologique pour moi, c'est plus, je suis comme chaque artiste en perpétuelle évolution et j'espère que je me bonifie comme le bon vin. Et donc, c'est vrai que ça, c'est dangereux aussi. Il faut que je me fasse violence pour ne pas rentrer sur ce terrain-là, quoi, parce qu'après, on n'en finit plus, quoi, et on passe son temps à refaire, à corriger ce qu'on a déjà fait. Et je veux Donc, essayer de me l'interdire. donc, Alors, faut ça pas sera faire une plus George Lucas, donc, c'est ça? Ouais, c'est Voilà. ça, vaut mieux. Enfin bon, c'est dangereux. Donc, je préfère ajouter, compléter éventuellement. Ça peut être sympa. Montrer peut-être des choses que les lecteurs n'ont pas vues jusqu'à présent, mais on va essayer de préserver ce qui est. Voilà. Bah, en tant que lecteur, à titre personnel, je serais plus à même de redécouvrir une œuvre avec des morceaux augmentés finalement qu'avec de la redéfinition de certaines pages Ouais. qui existent déjà. Alors, je comprends bien, évidemment, hein, quand on est artiste, qu'on on sent que, évidemment, je peux faire mieux, donc je vais essayer de faire mieux. Mais par rapport au lecteur, je pense que la force du récit, telle qu'on l'a découverte dans ce tome 1 et dans ce tome 2, pour moi, elle est parfaite. Elle se suffit à elle-même. Maintenant, des bonus, oui, pourquoi pas. Oui, vous avez déjà dessiné Revan? Alors non, mais par contre, vous allez attaquer un gros morceau puisque je suis extrêmement fan de l'Empereur Palpatine, qu'on entreaperçoit dans une version plutôt Oh non, années non, 80. non, Mais non, là, Mitch, vous allez. non. Prototype. Alors là, Renaud, j'ai hâte de découvrir. J'espère qu'il va Mais être il à l'a la déjà hauteur de mon fait. attente. Oui, mais c'est la version. Voilà, c'est C'est une version prototype. Dans le voilà, tome c'est 2, pas la version c'est au définitive. moment où Georges pitch l'histoire, donc il n'y a pas eu encore de recherches qui ont été faites, le C'est scénario ça. n'est pas écrit, donc j'avais une liberté, on va dire, sur le plan visuel. Mais alors moi aussi, j'adore Ian McDiarmid. Ah oui. Je disais, malgré la déception que j'avais pu avoir en regardant l'épisode 9 et la façon dont Oui. dont je dirais son implication avait été justifiée. J'ai néanmoin Justifié. apprécié les séquences avec lui et je dis souvent, moi, tu me le mets 2 heures en train de lire le bottin, je suis Ah ouais. client, quoi. Ah bah, Il je n'y a suis pas de totalement problème. d'accord. Je paye Ah ma oui, non, place. Donc ouais, Ian McDiarmid, ça va être super excitant. Ça va être un gros morceau. Gros, je sais pas, faut demander à Laurent, mais c'est vrai que j'ai très hâte. Vous pouvez de me le dessiner, ouais. confirmer le moi, mais oui, il est bien dans le Retour du Jedi. Oui, c'est bien ça. Oui, Hein. bien sûr. Ouais, bien ça. Bien sûr. Ouais, d'accord. Oui, Il arrive dans le Retour du ça. Jedi pour la première fois et actuellement,
à date, il est encore dans la saga Star Wars. Donc, qu'il y Ouais, reste, qu'il y reste. oui, on va pas se lancer sur ce débat parce que là, il y en a pour 3 jours. Oui, non, Renaud, ça. petite question en tant qu'artiste, Ouais. vous travaillez sur ordinateur ou sur papier, crayon Ben, à je l'ancienne? travaillais, alors là, il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur papier parce que je crée des choses pour l'exposition et donc les 4 planches inédites ont justement été faites de façon traditionnelle, ce qui a été, comment dire, un vrai défi pour moi parce que justement, tout a, bon, même si dans l'ensemble de ma carrière et de ma vie, j'ai d'abord dessiné avec du crayon et du papier hein, depuis tout petit, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'étais très calibré en numérique, je dirais, que ce soit en storyboard, donc en prod, sur du long métrage, que ce soit même en illustration, et puis bien sûr, les 2 tomes des Guerres de Lucas ont été faits, oui, en numérique. Et tout simplement parce que, vu l'exigence, je dirais, du récit, le fait que c'est quand même un récit copieux aussi, heu et j'avais envie d'avoir, une maîtrise totale, de pouvoir vraiment, travailler avec flexibilité et puis surtout, c'était dans la continuité, comme je disais, d'outils que j'utilisais au quotidien, en production. Donc voilà, essentiellement en storyboard. Donc j'avais vraiment des réflexes, des choses déjà très en place et pour moi, parce que rappelons, ça reste ma première bande dessinée tout de même, c'était plus naturel voilà, de poursuivre dans cette voie et voilà. Mais là, voilà, je suis en train de renouer avec le tradi, j'en bave un peu, je dois pas vous le cacher parce que c'est des histoires de réflexes, Sensibilité? d'habitudes, d'outils qui réagissent pas comme on aimerait qu'ils réagissent. C'est très, très, drôle, mais c'est bien parce que ça me fait renouer avec tout ça, et donc voilà, je vais espère pouvoir, montrer bientôt que je suis, tout de même performant aussi, dans ce domaine-là, quoi. Et dernière question là-dessus, et qui n'a rien à voir, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'IA générative tout pourri qui copie les dessins et autres? Est-ce que vous avez déjà été confronté, que ce soit vous, Bruno, ou vous, Laurent, à des créations faites par IA? Heu, Le premier roman graphique fait par IA, ouais. il date déjà je sais pas, 2 ans. C'était 1 an et demi, 2 ans à peu près. Dès que la première version de Midjourney est sortie, il y a eu, je sais pas, quelques mois après, il y a eu un premier roman graphique réalisé par IA. Voilà, donc enfin, il n'y a pas de doute sur le fait que dans très peu de temps, la création par IA sera encore plus présente et encore plus perfectionnée et encore plus satisfaisante d'un certain point de vue, qu'il va falloir Mmh. apprendre à vivre avec. Oui, je suis peut-être un peu iconoclaste dans ma façon de voir ça, notamment dans mon milieu où je sais que beaucoup de mes collègues sont en très grosse angoisse, par rapport à tout ça. Moi, je perçois pas comment je pourrais intégrer ça actuellement dans mon processus. Donc je me pose pas vraiment la question parce que, heu, l'acte et la performance de faire ce que je fais, ça fait aussi partie de l'expérience et enfin, comment dire? Il y a toujours des aspects peut-être un peu plus rébarbatifs ou difficiles, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on expérimente. Donc, je vois pas pourquoi, je m'assisterais, de cet outil-là. Mais je considère que ça reste pour le coup tout de même, un outil et que à l'origine, il y a quand même, heu, pour le moment en tout cas, une idée, une étincelle qui, elle, souvent est humaine. Donc la question après, je pense, c'est plutôt qu'essayer de se s'arc-bouter face à cette vague, je dirais face à cette tsunami même, comment, essayer de voilà, de comme disait Laurent, d'apprendre à vivre, avec et peut-être, pousser plus pour qu'il y ait un encadrement, une réglementation qui puisse aussi profiter aux artistes humains. Donc je sais pas, peut-être,
créer un système où finalement les revenus qui seraient générés d'un côté par l'IA pourraient ensuite être reversés aux artistes humains pour pouvoir aussi alimenter la création humaine et du coup faire en sorte qu'un système vertueux se mette en place. Parce que je ne crois pas beaucoup à l'idée que tout d'un coup il y aura des réglementations strictes ou des interdictions qui tomberont, tout simplement parce qu'on est sur une course technologique qui est quasiment une course à l'armement et on sait très bien que nous, petits artistes, on pèse très peu face à tout ça. Donc, je suis assez serein au final dans le sens où moi, je fais ce que j'aime faire. Je veux partager ce que je fais et j'espère juste que le public sera sensible à cette démarche et qu'il sera toujours euh, curieux pour ça et qui sera là pour nous accompagner. Et j'espère que ce sera le cas même dans quelques années, même quand l'IA sera encore plus dominante. Et si c'est pas le cas, bah, j'irai à la pêche, je sais pas. Ouais, c'est nous tous qui allons déterminer ce qui va se passer en tant que clients, consommateurs de produits artistiques. Est-ce que on continuera à faire une différence entre la création humaine? Est-ce que ça sera important pour nous tous d'apprécier des œuvres humaines ou est-ce que petit à petit on pensera plus trop à la personne ou la chose derrière la création et on pourra consommer n'importe quel produit artistique, peu importe d'où ça vient, en le jugeant sur son mérite propre. Je pense qu'il y aura quand même, du moins encore pendant au moins une ou deux générations, des gens qui seront attachés à la création humaine et au sens de l'art quand il est fait par un être humain. Et du coup, qui rechigneront à regarder des productions IA, que ce soit en littérature, parce que ça arrivera pour la littérature, c'est déjà là, mais également en bande dessinée, cinéma, etc. Donc voilà, c'est entre nos mains à nous tous. Est-ce qu'on va continuer à valoriser nos semblables ou pas? Notre espèce s'est construite sur des milliers d'années d'art. Je suis pas sûr qu'on soit prêt à l'abandonner à la création numérique artificielle aussi facilement, même si, bien évidemment, s'il y a de l'argent à faire, il y aura des gens pour l'utiliser. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que la blague qui revient, vite fait, pour finir là-dessus, la blague qui revient souvent, c'est que on se dit quand même, alors que ce truc-là est quand même parfait, si on doit juste écrire un courrier à l'URSSAF, il décide de le consacrer à finalement remplacer ce qu'il y a de plus précieux, à savoir la création. Donc, c'est un peu ubuesque quand on y pense, Ouais, parce ouais. que voilà, ça peut être finalement un formidable atout pour tout ce qui est vraiment chiant, quoi. Oui, Tout ce qui est vraiment complètement. de l'ordre du formel et ou qu'on considérerait tous comme une perte de temps. Et puis bah, finalement, le focus est mis sur quelque chose qui n'a pas besoin en fait d'être remplacé ou d'être accéléré en tout cas, je pense C'est pas. pas comme si on manquait d'artistes dans le monde, hein. Bah non. Donc, bon. Non. Messieurs, j'ai une question de Sébastien Galano de Planète Star Wars qui vous a interviewé, je crois, au Stars Up et qui a oublié de vous poser une question et qui souhaitait vraiment vivement qu'on vous la pose. Donc, et d'ailleurs, il a encore plus envie de vous poser la question après avoir lu donc, le tome 2 et il voulait savoir si vous détestiez Anthony Daniels. Le pauvre. Oh là là. Bon, Laurent, je te laisse te débrouiller avec ça. À titre personnel, j'ai toujours trouvé qu'Anthony Daniels était un personnage très intéressant et assez ambivalent parce qu'il a cet humour british, cette manière très décalée de faire de l'humour. Et donc, on sent qu'il a beaucoup de second degré, et donc il est très drôle, il est capable d'être très drôle. Et en même temps, pour l'avoir beaucoup lu et écouté en travaillant sur ses livres, je crois qu'il a un beau potentiel pour être assez pénible. Et donc, je pense qu'il est représenté de manière assez juste. Voilà, il est très britannique, il a ce côté un petit peu guindé et pas très prompt à la fantaisie. Et donc, ça pouvait pas vraiment fonctionner avec Kenny Baker, qui lui est à l'opposé, qui est très cash, très rentre-dedans, très simple. Et donc, voilà, c'était un peu normal que ces deux caractères opposés se fritent sur le tournage. Mais
j'ai beaucoup d'affection pour Anthony Daniels, que je trouve très drôle. Et quand il a envie d'être charmeur et drôle, il est formidable. Mais je pense qu'il peut être Mm. aussi assez difficile à gérer au quotidien. Mais c'est drôle parce qu'en fait, euh, moi je suis persuadé que Georges, au moment du casting, a dû sentir ça quand même, hein, chez l'un et chez l'autre en fait, et que c'est quand même pas. Parce qu'on voit quand même comment ça déteint sur les personnages. Ah oui, Enfin, complètement. bon, c'est certainement pas un hasard. Et d'ailleurs, Georges disait souvent que il voulait pas, il voulait que ses acteurs soient le personnage, on va dire, au fond d'eux, quoi, qui est une espèce Mhm. de parenté en fait. Et c'est le cas pour le trio principal aussi. Et donc là, oui, finalement, bah, quand on pense à parfois le côté agaçant de Tripio, bah, il vient peut-être pas de nulle part, je dirais. Je voudrais qu'on donne la parole à Amélie, puisqu'on ne l'a pas beaucoup entendue, et elle a des questions, puisqu'elle a cette particularité d'être de l'autre côté de l'Atlantique, et donc d'avoir peut-être une vision et des attentes différentes. Et j'aimerais, avant qu'on conclue, qu'on lui donne la parole et qu'elle puisse poser quelques questions. Amélie, c'est à toi. Oui, avec plaisir. En fait, je me demandais si vous étiez déjà venu au Québec. Ah, pas moi. Moi non plus, Jamais? j'ai pas eu cette chance, mais ça fait partie Ah, des destinations que je repousse parce que c'est aussi Québec, c'est une très belle ville et au niveau Mhm. architectural, très, très belle avec de magnifiques bâtiments. Donc j'ai très envie et c'est sur ma liste. ça me fait plaisir de vous Oui. recevoir. Et puis les gens ont la grande qualité de parler français, ce qui en Amérique du Nord est quand même assez rare. Et non, j'avais fait un grand voyage en 2017 où j'étais passé par le Japon, les États-Unis, et j'avais prévu de passer par Montréal et le Québec sur la fin. Et puis j'étais tellement fatigué de prendre des avions en tous les sens que j'avais finalement fait l'impasse, mais je regrette un peu maintenant. Parce que j'y avais des amis et donc j'espère que ça arrivera. Ouais. On a quand même une belle communauté BD aussi, une grande communauté Mm. Star Wars, donc c'est sûr que ça serait très apprécié. D'ailleurs, le volume 2 sort le 24 novembre au Québec. Ah, Super. d'accord. Très bien, on ne Sinon, le savait pas, on ne connaissait pas la non, date précise. ah, D'accord. ben, c'était sur des sites. Donc, je ne peux pas vous affirmer qu'il ne ment pas, mais c'est pas ChatGPT qui m'a eu. J'ai fouillé un peu dehors. Un petit Ah peu bah si partout. Non, c'était non. sur Twitter, c'est la vérité, hein. Oui, bah, c'est sûr. C'est sûr. En fait, Super. quand je vous écoutais parler aussi, je pense que une des questions qui me venait à l'esprit beaucoup, on a mentionné souvent justement le parallèle, autant de l'histoire personnelle de Lucas versus ce qui se passait dans les films. Euh, Puis de votre côté, entre l'évolution du premier et le deuxième, c'était un nouveau Laurent, un nouveau Renaud, quelques années plus tard, plus la pression qui a peut-être été créée là, avec l'engouement qu'il y Ah a eu oui, pour le c'est tome intéressant. 1. Oui, est-ce que justement, comment ça vous a influencé de savoir que là, il y avait un regard et une attente envers le prochain tome? Personnellement, ça n'a pas eu d'impact, sans doute parce que je suis arrivé à un âge et avec un parcours qui fait que je suis à même d'appréhender ce qui se passe de manière raisonnable. C'est sûr que si ça m'était arrivé à 20 ans, peut-être que ça aurait eu un impact plus fort sur moi, mais non, c'est un long processus de faire un livre. C'est beaucoup de temps, Mm. ça laisse pas vraiment la place à trop s'éparpiller. Donc, rester concentré sur le travail et enchaîner. Et là, on travaille déjà sur le troisième, donc on n'a pas le loisir vraiment de trop s'éparpiller. Mhm. Oui, souvent on nous pose la question aussi de la pression, parce qu'effectivement, autant le premier tome était une surprise pour beaucoup de lecteurs, autant là maintenant, effectivement, il nous attendait avec parfois impatience. Euh, mais que ce soit sur le premier ou sur le second, j'ai pas ressenti de pression parce que je m'étais moi-même imposé un vrai sens des responsabilités, si j'ose dire, en tant que fan et en tant qu'artiste, je voulais absolument faire le mieux possible. Et je dirais que déjà ce niveau d'exigence, je me l'impose euh, et cette volonté de se surpasser. Donc du coup là, mon seul objectif sur ce tome 2, c'était d'essayer de faire aussi bien, voire mieux que sur le tome 1. En fait, je me posais juste la question comme ça.
même pas par rapport au public, par rapport à moi-même. Donc, c'était suffisamment déjà intense. Après, ce qui est drôle, c'est que drôle, mais parfois troublant, c'est qu'il y a des parallèles parfois sur le plan personnel entre ce qu'a pu vivre Georges dans sa vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais que ma femme n'a pas toujours, euh, comment dire, bien vécu mon investissement dans ce travail. Et du coup, j'essaie d'apprendre de ça aussi, de ne pas faire les erreurs que lui a faites pour pas me retrouver dans la même impasse au final, forcément. Et, euh, et c'est drôle parce que en soi, après le travail intense du tome 1, j'étais là aussi en mode non, mais tu vas voir, ça va aller mieux sur le tome 2, je vais mieux m'organiser, oh non, j'aurai plus de temps. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'était ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, j'ai été rattrapé par le travail. Et donc c'est parfois un peu troublant tout ça. Et puis aussi, sans au-delà de ce côté plus intime, il y a juste il y a quelque chose de très méta dans se dire, bah, voilà, comment faire une suite à un succès, et toute proportion gardée parce que bien sûr, on n'est pas du tout dans la même dimension, mais c'est ce qu'a vécu lui-même, Lucas, quand il a fallu faire l'Empire contre-attaque. Mais il se dit: «Bon voilà, quoi faire? Que dire? Comment le faire?» et hem et donc on était aussi face à ces enjeux-là, en se disant: «Bon, bah, on veut montrer que c'est pas un accident, on veut montrer qu'on peut le refaire, on peut montrer que même sur certains points, ça peut être meilleur et que ça peut être en tout cas, plus, je sais pas, plus riche ou plus ambitieux». Et après chacun va le vivre, et le recevoir comme il le veut. Mais ouais, il y a toujours ces espèces de petits parallèles aussi qui s'installent. Donc c'est assez drôle. Alors, ce qui Ça aide va de aussi soi. hein, dans notre cas, c'est que c'était conçu dès le départ comme une trilogie. Donc la pression est forcément un peu limitée. Le côté qu'est-ce qu'on va faire avec le second, Oui, oui, tout était quand même pensé à l'avance comme une trilogie. Donc on savait où on allait et on ne s'est pas retrouvé après le succès du 1 à essayer, comme certains films hollywoodiens, de vite fait, on essaie d'imaginer une suite. ouais, bien Mmh. sûr. Ouais, ouais. Non, et puis l'histoire, on est totalement dépendant, entre guillemets, mais connecté aux faits, de toute façon. Donc l'histoire, elle va dans un sens. Et comme le dit Laurent, on n'est pas là pour prendre des libertés. Voilà, c'est plus une espèce de point de vue, entre guillemets. Enfin, bref, mais voilà, on sait exactement où on va. Donc ça, c'est déjà un peu plus reposant, ça c'est clair. Ouais, intéressant. Est-ce qu'il y a un leg que vous espériez peut-être peut-être plus de ton côté, Laurent, quand tu parlais de l'idéation, ce projet-là qui a pris auquel vous pensiez? Hem, Dans le fond, l'objectif, est-ce qu'il a déjà été rempli avec le 1 ou est-ce qu'il va être rempli avec le 3, celui que vous vous étiez donné au départ, pardon? Hmm, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'aller au bout de cet arc narratif, du parcours de George Lucas, de le suivre en tant que enfant, de voir comment il évolue vers un jeune cinéaste, et ce défi qui s'est fixé, comment il va y arriver, comment il va gérer le succès. Est-ce que le succès va lui coûter? Parce que c'est ça qui transforme cette histoire, qui donne à cette histoire un côté un peu tragique et une vraie profondeur à l'histoire. C'est pas juste l'histoire d'une success story, c'est vraiment une réflexion sur les Américains aiment bien dire be careful what you wish for. Faites attention aux choses dont vous rêvez parce que, sous-entendu, il y a un prix à payer. Et c'est la leçon ultime de cette histoire. C'est qu'il accomplit quelque chose d'incroyable, mais ça va coûter très cher. Et donc, voilà, le premier volume pouvait se suffire à lui-même. C'est une formidable histoire de réussite et de lutte contre l'adversité, surmonter les obstacles. Mais ce qui est intéressant et ce qui donne une profondeur, c'est l'humanité qu'on développe dans les 2 tomes suivants, où on va voir ce qui se passe avec le succès et ce que ça entraîne et comment un individu fait face à tout ça, comment il le vit.
Et voilà, donc dans le tome 2 et 3, on développe tout ça et on apporte un regard un peu plus nuancé et profond sur ces choses-là. Donc c'est vraiment la trilogie, je pense, qui, qui a un sens particulier, plus qu'un tome en particulier. Intéressant. Merci. Bien, messieurs, on va arriver au terme de l'émission. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Mais j'ai envie de vous poser une question de conclusion et j'attends de chacun d'entre vous une réponse peut-être différente, j'espère. Donc, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a encore jamais posée sur les guerres de Lucas et que vous aimeriez qu'on vous pose? Très bonne question. J'ai envie de dire cette question-là déjà. Oui. Ouais, c'est pas faux. C'est pas oui. faux. Ah oui, Parce que que- on se fait plutôt la réflexion inverse, je dois dire. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent tellement régulièrement Bah oui, que bien sûr. maintenant Mm. on a l'impression d'être un disque rayé, mais c'est aussi le jeu, hein, je pense. Mais c'est dur ça. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant que ce soit dur. On vous laisse le temps de la réflexion, évidemment. Moi, je dirais que je mets à la place de la personne qui est intéressée par un livre et la manière dont le livre a été fait. Donc, ça serait des questions qui évoqueraient la manière concrète dont on fait un livre de manière très technique et très précise sur des points d'articulation du scénario, des choses comme ça. C'est des questions comme ça, moi, qui m'intéressent quand je vois un auteur ou un dessinateur, de voir précisément comment une scène est construite, pourquoi elle est construite de cette manière, pourquoi les personnages interagissent de cette façon. C'est vraiment voir l'articulation, la mécanique de l'écriture et du dessin, de la mise en scène, toutes ces choses-là. Et c'est rarement abordé dans les interviews, souvent parce que le grand public n'est pas forcément passionné par ce genre de questions, et puis parce que ça demande du temps, il faut rentrer dans les détails, il faut parfois avoir de la documentation pour expliquer. Mais voilà, c'est ce genre de questions que moi je trouve passionnantes. Merci Laurent. Oui, c'est Est-ce que vrai. Renaud a réussi à trouver sa question entre-temps? Non, je pense que je compléterais juste, oui. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions qui ont trait au sujet qu'on traite et à tout ce qui gravite autour et parfois presque, du coup, ça nous force à être un peu redondant avec précisément ce qu'on raconte dans le livre parce que c'est toute la démarche. Et du coup, peut-être des questions plus liées effectivement à la conception, à la démarche artistique, en fait, euh, en soi, et des questions qui seraient d'ailleurs pas liées forcément à ce bouquin en particulier, mais plus à comment on s'y est pris, en fait. Et donc, j'ai pas de, comme ça de questions précises parce que précisément, Non, j'aimerais ce être sera plus surpris. sur la thématique du métier d'artiste, de Ouais, dessinateur ou de c'est storyboarder. ça, oui. Peut-être, peut-être, qu'est-ce que c'est exactement de faire un roman graphique, effectivement, comme il le disait. Et du coup, en ce qui me concerne, bon, en vérité, il y en a eu quand même des questions un petit peu là, sur ma méthode de travail, mais c'est vrai que ça pourrait être un peu plus approfondi parfois, d'autant plus que, comme le dit Laurent, bon, c'est vrai que peut-être le grand public n'est pas très sensible à tout ça, mais par contre, je pense que les artistes en herbe et les futurs, voilà, les futurs artistes de demain, eux, en revanche, pourraient y trouver, je pense, quelques clés. Heu, c'est vrai que si je me projette, moi, j'aurais adoré et j'ai pas eu toujours, la possibilité de pouvoir voir travailler les grands maîtres qui m'ont inspiré, quoi, de voir comment ça se passe dans leur atelier, d'être par-dessus leurs épaules, je sais que ça peut être très gênant en tant que dessinateur d'avoir quelqu'un au-dessus de son épaule, mais ponctuellement, en tout cas, faire ce cadeau, ça peut être utile, je pense, ouais. Ça peut être intéressant. Ben, Moi, j'ai je vais me l'occasion de permettre. demander régulièrement à Renaud quand je vois certaines choses. C'est des questions que je lui pose. Je vais lui demander pourquoi il a fait
D'ailleurs, c'est une question que j'allais te poser, Renaud, l'autre jour. Enfin, pas plus tard que ce matin, je me disais, tiens, je vais lui demander. Il y a une page où le patron de la Fox feuillette euh, le script de Lucas quand il est en train la situation avec Alan Ladd est en train de s'envenimer, et tu as dessiné le patron de la Fox qui tient le script et qui tourne la page comme ça, avec le petit doigt levé comme ça. J'ai Hmm. trouvé ce geste tellement évocateur. Il le tient avec des pinces, le script, et il le tient comme Ouais, ça, et ouais. ça exprime vraiment, mais c'est un tout petit geste de la main, et ça Hmm. raconte le personnage. Et donc, voilà le genre de question que je trouve intéressante, c'est pourquoi ça fonctionne, cette case-là, et c'est un détail. Et est-ce qu'il l'a fait consciemment? Est-ce qu'il a réfléchi à ça, ou est-ce qu'il a mémorisé la gestuelle des gens et qu'il l'a fait spontanément? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est intuitif? Voilà, c'est ce genre de questions Je que je pense trouve que ben, fascinantes. je vais te répondre du coup. Je Parce vais que je essayer de pense que retrouver le vraiment dessin j'ai. pour vous le montrer. Ouais, c'est Ouais, moi vrai, ça aussi. serait bien. C'est sur le tome 2, hein, oui, c'est C'est sur le quand tome ils 2, oui. s'engueulent. Ouais, sur le tome 2. Ouais, ouais. Je visualise la page également. Ouais, ouais, c'est quand en gros il se plaint que Lad a accepté des conditions terribles C'est ça. pour cette suite. Bah, Voilà, c'est C'est où bon est-ce qu'il ouais, ouais, signe. est c'est la case du haut, Voilà, ouais, c'est ça. c'est Voilà, oui, celle-là. La oui. manière dont Ok. il tourne Bah, c'était la vraiment pour page. montrer son dégoût, quoi, comme s'il touchait quelque chose qui le dégoûte, quoi, il a pas envie de se salir. Donc c'est ce qu'on fait quand on attrape quelque chose, voilà, juste du bout des doigts, pour pas. Et ouais, et c'est marrant parce que il y a toujours une part d'inconscient, mais qui est liée à quelque chose d'instinctif aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas vraiment posé la question. C'est-à-dire je pense en lisant ton script, j'ai senti, je sais plus, peut-être que tu l'avais même formulé, mais j'ai senti que voilà, l'agacement, le dégoût, voilà, presque de ce personnage. Et je me dis, bah oui, si je vais le montrer en train de feuilleter le script, pour moi, enfin, il y avait pas de doute qu'il fallait que ce soit comme ça que je le montre, en fait, tu vois? Je crois que même pas. Je crois que mon premier croquis devait être déjà comme ça. Mais Je pense pas c'est à très intéressant de voir que ça passe notamment par la gestuelle, alors que spontanément, on imaginerait une grimace ou une mimique, mmh, et que ça passe par la gestuelle, c'est beaucoup plus riche, et pour le lecteur, c'est presque inconscient, la perception de ce langage mmh. corporel. Bah, Mais juste, c'est comme du poker, en fait. Tu sais, il y a en poker, il y a ce qu'on appelle les tells, c'est quand des vraiment des mimiques. petits signaux, voilà, des petits signaux très, très discrets, vont dire sur l'état psychologique du joueur et tout. Et finalement, voilà, c'est un peu plus souligné forcément, mais moi j'aime bien jouer avec ça, c'est clair. Je trouve ça plus intéressant. Ouais. Et justement, Laurent, pour là-dessus, ce sera la dernière question, mais vous envoyez des notes d'intention, des notes entre guillemets de production à Renault, ou vous Ouais, envoyez si, juste le scénario le scénario et est il se découpé, débrouille. le scénario est découpé par cases, et pour chaque case, il y a une description de ce qui doit être dans la scène, donc un ensemble d'éléments. Et puis en plus du récitatif, donc le petit texte qu'il y a au-dessus, et puis des dialogues, mais c'est assez standard comme découpage. Donc parfois il y a des indications. Là, en l'occurrence, dans ma mémoire, il y avait pas j'ai pas dit à Renaud, je pense que ça serait bien qu'il soulève Hmm. le Oui, oui. script comme si c'était voilà. Mais oui, non, tout n'est, c'est pas toujours précisé. Parfois, quand ça me semble vraiment important de le préciser parce que c'est pas évident, mais en général, Hmm. non, les personnages prennent vie après, quand Renaud les Et c'est dessine. là où c'est super agréable pour moi de bosser avec Laurent, c'est qu'il me laisse vraiment libre sur tout ce qui est finalement de la mise en scène en fait, hein. C'est comme vraiment s'il était, et voilà, il était scénariste, il était réalisateur et qu'on crée un film en quelque sorte. Et donc forcément, il y a un échange aussi constant. Et à chaque fois que ce soit pendant l'étape, la longue étape du découpage de la phase rough, et même après, quand je livrais les pages terminées, à chaque fois, c'était chaque semaine des échanges, parfois même sur WhatsApp entre-temps, quand il y avait des petits trucs et que j'avais besoin de trancher de façon plus urgente. Mais du coup, on était tout le temps en contact pour pouvoir essayer de trouver les meilleures solutions.
Une dernière réflexion justement sur ce que vous disiez par rapport à votre réponse donc à ma question sur la question qu'on voulait vous poser. J'ai eu un échange la semaine dernière, je crois, avec quelqu'un sur Blue Sky. Justement au sujet de... donc il avait acheté le tome 1 dans l'objectif de rattraper les 2 tomes et qui avait été un petit peu refroidi, je dirais, Renaud, par ton style. Je sais qui c'est. On dénonce ou pas? Non, on dénonce pas justement. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a eu un échange assez intense, pas du tout le 1, mais sur pas mal de messages, où j'essayais de démontrer la puissance de ton trait qui, en apparence, semble simple. Je mets des guillemets, des R guillemets, mais qui en fait est beaucoup plus complexe pour rendre, comme le disait Laurent, des émotions, un état d'esprit, etc. Et finalement, dans les questions que vous aimeriez bien qu'on vous pose, bah, ça pourrait permettre d'expliquer justement cette conception, cette démarche, comment on fait ce choix-là, plutôt ce choix-là, comment on positionne son trait, alors que bah, c'est sûr que si vous étiez, j'en sais rien, Jim Lee ou Moebius, bah, il y aurait plus de détails, donc c'est plus facile, entre guillemets, de passer des émotions, des états d'esprit, des postures. Et donc, je trouvais que finalement, cet échange avec lui était très intéressant. Alors, finalement, il a totalement revu sa position. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait changer. Hein. Il a probablement été happé également par la force du récit. Mais il a totalement revu sa position, acheté le tome 2 donc, dans la foulée. Mais voilà, ces questions, elles pourraient être vraiment intéressantes. Peut-être qu'elles peuvent être plus intéressantes pour des conférences parce que bah, nous, on a cette problématique aussi du média. Là, on est en visio, mais on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent en audio. Et bah, en audio, même si ça peut être évidemment passionnant. Alors moi, je suis passionné. Hein. Je suis passionné d'univers de bande dessinée, etc. Donc, tout ce qui est autour de la conception, quand je regarde un dessinateur, le dessin qui prend vie, moi j'appelle ça le dessin qui prend vie, mais je suis totalement ébahi. J'arrive même pas à concevoir comment on peut faire ça. Donc, évidemment, je serais bon client. Mais c'est vrai que peut-être que sur des émissions où on vous inviterait pas forcément parce que c'est des émissions plus généralistes et que là, bah, c'est Star Wars et il faudrait qu'on arrive à trouver cette émission qui puisse vous donner la parole sur ces points-là. Et je sais qu'il en existe plein en France et qui seraient, les gars, si vous nous écoutez, invitez-les, donnez-leur la parole, faites-les parler sur comment on construit un scénario, comment on arrête ses choix, comment on met en scène. Frédéric, si tu nous écoutes, c'est pour toi, ça. Frédéric, et oui, Frédéric, Frédéric, évidemment. je pense aussi à Arnaud Arnaud et De First Corentin Print, évidemment, je pensais à eux aussi. Et j'ai envie de vous écouter, peut-être animé, dans une émission animée par des gens qui ont déjà peut-être un peu plus de connaissances que nous, qui sommes plus sur la partie Star Wars en elle-même que sur la partie technique, etc. Mais messieurs, si un jour on vous invite dans ce genre d'émission, je me ferai évidemment, et je pense que je ne suis pas le seul, un plaisir de vous écouter. Mais c'est Parler de tout ça. intéressant, juste pour rebondir rapidement sur ça, parce que c'est quand même revenu régulièrement. Je dois dire, bon, objectivement, c'est vraiment pas de la fausse modestie, mais les critiques, je dirais, les critiques négatives sont quasiment, inexistantes, en fait, notamment sur le premier tome. Le deuxième tome, bon, il faut le laisser vivre. Et c'était, moi, une très grosse surprise pour moi. Et par contre, effectivement, parfois, ce qui revenait, c'est ça, c'est des gens qui étaient un peu déroutés en disant, en gros, ils avaient le sentiment que le style graphique était, je vais dire un mot qui est dur et que j'ai même pas lu en vrai, mais je vais dire paresseux dans le sens où, vous voyez, parce que quand on dit simple, c'est ce qu'on implique, je dirais, hein, en quelque sorte. Ouais. Parce qu'on se dit, ah bah oui, il voulait pas mettre suffisamment dans ses planches ou ça manque de détails et du coup il y a moins de travail en fait. Ça laisse supposer ça. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que malheureusement, moi j'en veux pas aux gens qui pensent ça, je comprends très bien, surtout si c'est des gens qui n'ont pas forcément de familiarité avec la création et avec le dessin. Mais c'est vrai que ça revient, par exemple, mes collègues ne le disent, je pense pas qu'ils le pensent, et en tout cas ils ne le disent jamais, et ils disent l'inverse parce que eux ils savent à quel point finalement c'est l'inverse, et c'est tout l'inverse en fait. C'est que
quand on est dans une économie de détail, on doit être d'autant plus précis, en fait. C'est ça Bah oui, le vrai enjeu. Et je bah dirais oui. d'autant plus quand on a des contraintes narratives qui font que les personnages ne nous appartiennent pas. Ce sont des interprétations de personnages vivants, existants, documentés et en plus extrêmement célèbres, dont l'apparence est extrêmement connue. Et c'est vrai que du coup, euh, je peux pas, je pourrais en fait, entre guillemets, m'abriter derrière une abondance de détails justement pour pouvoir parfois cacher une faiblesse structurelle du dessin. Et je fais le choix inverse. Mais c'est aussi parce que euh, je trouve que c'est un style qui était adapté au récit, en fait. Et je pense que dans l'avenir, quand je travaillerai sur d'autres récits, d'autres histoires, il est possible que j'adopte un autre style, en fait, et Hmm, et c'est que j'ai intéressant. une approche différente, ouais. Ouais, Et c'est d'ailleurs, intéressant. et pour finir, je suis un fan et un disciple dévoué du regretté Jean Giraud. Et lui, c'est intéressant de voir comment il avait cette capacité pour moduler justement son style et son trait, aller donc dans une abondance de détails qui pouvait parfois faire penser à Jeff Darrow, à vraiment cette espèce de sophistication totale. Et puis d'un autre côté, avoir quelque chose d'extrêmement épuré, avec juste une ligne comme ça, là, qui venait danser sur la feuille. Et il était capable de faire les deux à volonté. Donc voilà, et personne ne peut penser que c'était de la paresse, bien sûr. Ah non, Donc, surtout pas. Surtout pas. Bien, eh bien, messieurs, encore merci pour cette heure, un petit peu plus qu'une heure. On a débordé un petit peu, mais Bah, je qui suis était trop bavard, vraiment je suis très riche. désolé. Ah, pas du tout. Voilà. Alors, Renaud, C'est intéressant. euh, Pas du tout. ouais, ouais. Je pense qu'on pourrait rester des heures, mais votre vie vous appelle également. En tout cas, encore merci. On se fera, je pense, je me porte la voix de mes collègues, mais un plaisir de lire le tome 3 et de le découvrir dans 2 ans et pourquoi pas de vous réinviter pour en parler et parler peut-être de la conclusion, justement. Ça peut être intéressant également. Et ce Et, sera les 50 ans de Star Wars, en ah oui, plus. en Eh oui, plus, bien eh oui, ça Quand joué, sera même. déjà bien ça. joué. Ça, c'est énorme. Si, Loïc, le Oui, marque-page métallique, il est où? alors, On se posait il une est là. question très importante avec Loïc. Ce marque-page, le personnage à gauche, c'est qui? Non, là, c'est qui avec les yeux rouges? Parce qu'on hésite entre Dark Vador. Non, mais si tu le mets face à la caméra, ça va plus vite, hein. Bah non, parce que j'ai pas de lumière. Alors, on le voit pas Ah oui, vraiment. et c'est qui? C'est Dark Non, mais c'est Vador? tout C'est un simple. Dark Trooper? Oui, c'est tout simple. C'est une version prototype euh, euh, de Dark Vador dans le tome 1, à un moment donné où il n'est pas encore, voilà, il est pas encore J'avais designé. Donc, raison. j'avais fait une espèce de mélange entre les premiers croquis de Ralph McQuarrie et puis un truc plus japonisant. Enfin, en gros, j'avais fait mon délire. Et du coup, ils l'ont repris pour le mettre sur le marque-page, voilà, tout Mais il a un simplement. petit côté, effectivement, Dark Trooper qui est totalement hors continuité, hein, qui n'a rien à voir Ouais, ouais. à ce moment-là du récit, donc c'était un peu drôle. Après, moi, je me suis imbibé de tout ça aussi depuis des années, donc c'est clair que parfois inconsciemment aussi, il y a des choses qui ressortent et j'en ai pas forcément conscience, hein. Mais là, c'était vraiment l'idée de le faire plus, voilà, plus archaïque, donc avec des gros tuyaux, avec les yeux rouges, c'était parce que c'était visuellement forcément impactant. Mais je crois que c'est dans les premiers croquis quand même de Macquarie où ils avaient quand même, non, c'était d'ailleurs le personnage de Luke qui avait des tuyaux, je crois. Oui, c'était C'était le plus personnage de que Luke qui était dans ce couloir face à ce Vador très exactement, stylisé, exactement. ouais. Ouais. Ah ben Voilà, voilà, c'est lui, c'est lui. ah ben je m'en souvenais pas du tout, j'ai même pas pensé à chercher dans le volume 1. Ok, voilà, tout simplement. Ok, nickel. Eh bien, au nom d'Amélie, au nom de Sylvain, au nom de moi-même, messieurs, merci. Et à nos auditeurs, merci Merci. d'avoir été à l'écoute de Merci à Star Wars en vous. direct. Depuis près de 25 ans, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.